Bienvenue sur Savoir-faire digital. Nous continuons notre étude de la régression linéaire simple. La dernière vidéo traitait des valeurs aberrantes. Aujourd'hui, nous abordons la différence entre l'adéquation et la performance d'un modèle en nous concentrant sur les coefficients de détermination et de corrélation. Exposons d'abord ce que nous nous proposons d'exposer dans cette analyse. Les étapes clés de cette analyse sont les suivantes. Premièrement, nous allons voir les données, n'est-ce pas? Cette section commence par une explication détaillée des variables utilisées et de leur structure. Comprendre les données est essentiel pour réaliser une analyse précise. Après les données, nous allons voir la partie analyse, n'est-ce pas? Nous examinerons le processus de construction du modèle et introduirons le coefficient de détermination, une mesure clé pour évaluer la performance du modèle. Ensuite, nous allons voir les formules, n'est-ce pas? Donc, nous présenterons les formules essentielles pour calculer les coefficients de détermination et de corrélation afin de quantifier la relation entre le prédicteur et la réponse. Après cela, nous verrons les interprétations. Nous nous pencherons sur l'interprétation des différents types d'erreurs ainsi que le rôle crucial du coefficient de détermination dans l'évaluation du modèle. Et finalement, pour terminer, nous mettrons en avant les points essentiels concernant les coefficients de détermination et de corrélation et préciserons la différence entre la qualité d'ajustement d'un modèle ou bien goodness of fit et ses performances globales ou bien modèle performance. Les données proviennent du cours STAT 462 de l'université Penn State. Donc, la table 1 montre les premières lignes portant sur le cancer de la peau aux États-Unis. Voilà les premières lignes en fait de notre jeu de données. Donc ici nous avons l'État, c'est la colonne State. Donc là on voit Alabama, Arizona, Arkansas, California, etc. Ok. Ici nous avons une colonne qui va nous intéresser parce que c'est notre prédicteur, c'est la colonne des latitudes. Donc c'est une position géographique. Et ici la troisième colonne qui nous intéresse aussi, c'est bien la colonne de la mortalité. Donc, pour élucider nos variables, nous allons prendre comme latitude notre variable x, ou bien, si vous voulez bien, notre prédicteur, et on va prendre la mortalité comme notre variable y, ou bien la variable réponse. Donc, la latitude, ce sera la latitude au centre de l'état. Et pour la mortalité, c'est bien la mortalité pour 10 millions de cas. Et pour voir le code qui nous permet de présenter en fait les premières lignes de notre jeu de données, bon, nous le savons déjà, il suffit de créer une variable pour notre data frame. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites read table, donc je ne vais pas revenir sur cette fonction-là. À présent, nous devons connaître très bien cette fonction-là. Et là, je vais utiliser en fait ma bibliothèque Night pour pouvoir utiliser en fait la fonction cable pour pouvoir afficher les 6 premières lignes par défaut de ma table ou bien de mon jeu de données. Pour voir la structure de notre jeu de données, on l'a déjà vu plus ou moins dans cette table-là, mais pour voir en fait les choses beaucoup plus clairement, on voit très bien que nous avons ici 49 lignes de données, donc ce qui concerne 49 états au lieu de tous les états, et puis on aura 5 colonnes, ok, mais nous allons nous intéresser uniquement à la colonne latitude et puis à la colonne des mortalités, parce que n'oubliez pas, nous sommes en train de faire une régression linéaire simple. Bien sûr, évidemment, dans
les vidéos à venir, nous allons aussi voir d'autres cas beaucoup plus compliqués de régression linéaire multiple. Donc, on voit très bien que l'état, en fait, c'est une chaîne de caractères, c'est évident, on le voit nettement ici. Donc, on a Alabama, Arizona, Arkansas, Californie, Colorado, etc. Et la latitude, bien sûr, c'est une valeur réelle flottante, on le voit bien ici. Ici, hein, on le voit. Et puis, quoi d'autre? Et puis, on voit aussi que la mortalité, c'est en fait des valeurs entières. Pour afficher notre jeu de données, vous savez comment faire cela. Il suffit tout simplement d'utiliser en fait Glimpse. Nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente. Donc, vous appelez la fonction Glimpse et puis vous lui passez votre jeu de données. Donc ici, Skin Cancer Data, qui était déjà lu ici dans cette étape-là. Alright? Maintenant, peut-être vous allez voir quelque chose d'autre. Ici, vous avez bien vu que j'ai pas utilisé la fonction library, ok, pour faire référence à la bibliothèque deploy. Ok, pourquoi j'ai pas fait cela? J'ai pas fait cela tout simplement parce que j'utilise la fonction glimpse une seule fois ici. Et donc, pour aller vite, je peux juste en fait faire deploy et puis je mets deux points encore, et puis pour dire que je veux utiliser la fonction glimpse de la bibliothèque deploy. Ça, c'est une façon rapide d'aller vite si vous utilisez une fonction uniquement une fois quelque part. Voilà, maintenant nous allons commencer notre analyse. Nous allons visualiser la relation entre la latitude et le taux de mortalité du cancer de la peau aux États-Unis en affichant un nuage de points et une ligne de régression. OK? Bon, normalement, on sait déjà comment faire ceci parce qu'on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc, ici, on commence d'abord par charger notre bibliothèque ggplot2. OK? Vous le voyez ici. Donc, library ggplot2 pour charger en fait la bibliothèque. Pourquoi nous n'avons pas fait comme avant en utilisant en fait les préfixes avec les 2 fois 2 points, parce que ici nous allons appeler plusieurs fonctions qui appartiennent à la bibliothèque ggplot2. Donc, par exemple, ici, on appelle ici la fonction AES, on appelle aussi la fonction geometric points, et ainsi de suite. On appelle plusieurs fonctions. Dans ce cas de figure-là, je pense que c'est plus simple de télécharger ou bien de charger la bibliothèque une seule fois. Comme ça, bon, une fois qu'on appelle une fonction qui est dans la bibliothèque, on n'a pas besoin de préfixer en fait la fonction. Je pense que vous avez compris. Bon, pour le reste, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente. C'est tout simplement tracer en fait le lignage de points et puis la droite de régression. Et le résultat, on le voit ici. Hein? Donc, on voit tous les points autour en fait de la ligne de régression et nous voyons ici notre ligne de régression comme ceci. Comme nous l'avions déjà dit, sur l'axe des X, nous avons en fait la latitude correspondante au centre de l'état et ici la mortalité sur l'axe vertical. Donc si on regarde ceci, c'est comme si en fait la visualisation nous dit que il y a une forte, plus ou moins forte corrélation ou bien relation entre la latitude et la mortalité. En général, c'est comme si plus la latitude augmente, c'est comme si en fait on avait une baisse de la mortalité. Donc ici, j'ai ajouté en fait un objet callout. Donc c'est une note, n'est-ce pas? Je vous avais déjà montré comment on crée ceci automatiquement dans votre rapport. Si vous avez oublié, vous pouvez aller dans la vidéo précédente pour apprendre comment on fait un callout de type note. Parce que comme j'ai dit l'autre fois, l'analyse des données, c'est pas seulement en fait écrire du code, c'est écrire du code et générer des rapports qui sont faciles à lire. Par exemple, si quelqu'un qui ne s'intéresse pas, par exemple, à votre code,
n'est-ce pas? Comme je vous ai montré ici, cette personne-là peut tout simplement cliquer ici parce que c'est quelqu'un qui ne comprend pas ce que le code fait, mais quand il regarde en fait le résultat de votre code, il peut comprendre le résultat et aussi, si ce qui l'intéresse, c'est uniquement en fait le résultat du code et les commentaires, il peut lire les commentaires. Et les commentaires les plus importants, je pense que il est bien de les souligner. Par exemple, comme ici, créer un collage de type note, comme ça va attirer l'attention des gens qui ne s'intéressent qu'au rapport et au résultat du rapport. Donc, si on regarde en fait notre visualisation, la visualisation suggère une très forte corrélation entre la latitude et puis le taux de mortalité. Évidemment, c'est une corrélation qui est négative parce que la pente de la droite est négative ou bien on a une pente descendante. Cela peut se comprendre aux États-Unis, n'est-ce pas? Parce que plus la latitude augmente, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on s'éloigne en fait de l'équateur, si vous voulez. OK? Donc, par contre, quand la latitude diminue, donc si on va de la droite du graphique vers la gauche, cela veut dire qu'en fait, on s'approche de plus en plus de l'équateur, donc du soleil, pour en majorité des personnes avec une peau blanche. Je pense que quelqu'un qui comprend plus ou moins la biologie et la géographie peut déjà, a priori, comprendre pourquoi, plus ou moins, en général, le taux de mortalité augmente pour des personnes de peau blanche quand on s'approche de plus en plus de l'équateur. N'oubliez pas, nous étudions ici le taux de mortalité du cancer ou bien dû au cancer pour des personnes de peau blanche en général. Donc vous voyez qu'en fait, ce n'est pas seulement en fait des mathématiques. Ici, le contexte, c'est aussi bien un contexte géographique et biologique en même temps. Maintenant, nous avons une suggestion d'une visualisation. Une question légitime serait de se demander comment maintenant on peut quantifier la relation entre ces deux paramètres ou bien entre ces deux variables. Une valeur qui est très efficiente pour déterminer la relation, c'est tout simplement ce qu'on appelle le coefficient de détermination, R au carré. Et c'est ce que nous allons voir. Voilà, nous allons maintenant passer au calcul du coefficient de détermination de notre modèle. Donc ici, nous avons notre modèle qui nous donne un coefficient de détermination qui est égal à 0,68. OK? Donc, comme vous le voyez ici, nous avons notre modèle qui nous donne R au carré égal à 0,68. Le code est le suivant. Ceci, on le connaît déjà. Donc là, vous construisez votre modèle. Donc ici, on construit notre modèle et on obtient le résumé du modèle en appelant la fonction summary, puisque ici, nous n'avons pas besoin d'afficher en fait le résumé du modèle, parce que ça, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement comment déterminer le coefficient de détermination. Donc, vous appelez la fonction summary et puis vous lui passez en fait votre modèle. Une fois que vous avez le résumé de votre modèle ici que nous avons mis dans la variable modèle summary, vous pouvez obtenir maintenant R au carré ou bien le coefficient de détermination en obtenant la propriété A.square, OK, qui vous donne R au carré. Et ici, nous l'avons mis dans la variable R square pour dire R au carré ou bien le coefficient de détermination. On a fait ici un arrondi à deux chiffres uniquement. Voilà, maintenant on va essayer de voir les formules théoriques avant de passer à l'interprétation. R au carré, ce n'est rien d'autre que SSR sur SST, c'est aussi égal à 1 moins SSE sur SST. SSR, c'est ce qu'on appelle sum of square error. C'est en fait
la somme des résidus au carré. Voilà, exactement, c'est bien ça. C'est yi moins yi hat au carré, et on fait la somme sur tous les points. Il y a aussi ce qu'on appelle SSR. Donc, pour ce qui concerne SSR, c'est ce qu'on appelle Sum of Square Regression. Vous prenez d'abord la déviation entre la valeur produite par le modèle moins... Bon, ici, il y a une petite erreur. Vous n'avez pas besoin de mettre en fait l'indice I ici. C'est tout simplement Y bar 1. Donc, c'est la moyenne de tous les Y. OK? Et vous élevez ça au carré et vous faites aussi la somme. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle SST, qui n'est rien d'autre que la somme des résidus au carré plus SSR. Donc, si vous voulez très bien, c'est aussi égal à la somme entre la déviation au carré, bien sûr, de yi moins la moyenne des yi. Bon, là encore, vous pouvez ignorer le i qui est là. Vous n'avez pas besoin de mettre ça. Là, c'est un typo ou bien une erreur dans l'écriture. Et puis maintenant, ici, à partir de ces formules théoriques-là, il est aussi possible de démontrer qu'il y a une relation entre ce qu'on appelle coefficient de détermination et coefficient de corrélation. Donc, par définition, le coefficient de corrélation ρ, c'est en fait ce qui est là. Donc, je ne vais pas revenir en fait sur les détails. Si vous voulez, vous pouvez aller lire en fait des ouvrages beaucoup plus théoriques pour comprendre comment toutes ces valeurs-là ont été définies et calculées. Ici, nous nous basons principalement sur la programmation et sur l'interprétation. Maintenant, bien sûr, la compréhension des concepts théoriques vous aide bien sûr à mieux faire votre interprétation. Grosso modo, il faut aussi comprendre que le coefficient de corrélation qui est défini comme ceci, c'est aussi égal à SXX divisé par SYY, et vous prenez la racine carrée que vous multipliez par bêta 1 hat, mais il faut comprendre que bêta 1 hat n'est rien d'autre qu'en fait la pente de la droite de régression. Donc, ce que nous appelons SXX, ce n'est rien d'autre qu'en fait la quantité que vous voyez ici. C'est la déviation entre la moyenne des x et xi au carré, et on fait la somme. Et ce qu'on appelle SYY, c'est la déviation entre les yi et la moyenne des yi. On fait le carré et on fait la somme. Voilà, après les formules théoriques, nous allons passer aux interprétations. Donc, la quantité SSE, nous l'avons déjà vu ici, Sum of Square Errors. On le voit ici. Cette quantité-là mesure en fait le bruit, ou bien si vous voulez, la somme des résidus au carré, n'est-ce pas? Et puis la quantité SSR, vous le voyez ici, c'est les déviations entre les estimations et puis la moyenne des yi au carré, et on fait la somme. SST mesure les déviations entre la réponse et la moyenne des réponses. Et pour le coefficient de corrélation, donc on voit que le coefficient de corrélation, c'est égal à ceci. Donc, dans cette expression-là, c'est une racine carrée fois la pente. Donc, obligatoirement, le coefficient de corrélation ρ et la pente auront le même signe parce qu'une racine carrée est toujours positive. Hein? Bien sûr, si on est dans l'ensemble des nombres réels. Voilà, donc, le coefficient de corrélation ρ et la pente bêta 1 auront toujours le même signe. Cela nous permet de dire que si la pente est positive, on aura une corrélation positive. Hein? Et si la pente est négative, on aura une corrélation qui est négative. La mesure de la valeur absolue du coefficient de corrélation nous donne en fait la force ou bien la faiblesse de la relation, n'est-ce pas? Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en fait, quand vous élevez le coefficient de corrélation au carré, vous obtenez le coefficient de détermination. Donc, R au carré, c'est une mesure de la force ou bien de la faiblesse de votre relation entre votre prédicteur et votre réponse. Voilà, maintenant nous allons passer à aussi quelques remarques importantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que R au carré, donc c'est une quantité qui est toujours entre 0 et 1. Si R au carré égale à 0,
votre droite de régression sera une droite qui est complètement horizontale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, il n'y a aucune relation entre votre réponse et votre prédicteur. C'est-à-dire qu'en fait, tout est aléatoire. Voilà. Il n'y a aucune relation entre Y et X. Par contre, si nous avons R au carré égal à 1, cela veut dire qu'en fait, tous les points obtenus sont sur la droite de régression. Qu'est-ce que maintenant cela veut dire? Cela veut dire qu'en fait, toute la variabilité en fait, de Y, toute l'information est dans X. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il n'y a aucune erreur possible ou bien donc il n'y a pas de bruit dans votre donnée. C'est un modèle qui est complètement exact. Donc, c'est comme si vous avez l'équation Y de la X et qu'il n'y a pas d'erreur possible. Dans ce cas de figure-là, quel que soit X, on sait qu'en fait, Y sera égal à X. Voilà. On peut aussi poser une question ici. Quelles sont les valeurs de R au carré qui sont valables? Tout dépend. Ça dépend de votre sujet et ça dépend de votre domaine. Et ça dépend aussi de votre modèle. En général, dans les sciences sociales, on peut avoir un bon modèle avec un coefficient de détermination qui est assez petit, puisqu'on est en train de modéliser un comportement humain qui est très complexe. Par contre, si vous êtes ingénieur et que vous travaillez dans un système plus ou moins exact, évidemment, peut-être on va avoir un coefficient assez élevé qui s'approche de 1. OK? Maintenant, là aussi, il faut faire très attention. R au carré mesure la corrélation. C'est pas causation, comme on dit en anglais. Ça ne mesure pas une cause, exactement. OK? Ça mesure une corrélation. Une corrélation, ce n'est pas une cause. Ça aussi, il faut faire très attention à cela quand vous construisez votre modèle et quand vous interprétez en fait votre valeur de R au carré. Une autre notion qui est très importante, c'est la notion de goodness of fit. Et une autre notion qui est importante, c'est la notion de performance. En général, les gens font des erreurs entre ces deux notions-là. Donc, c'est la notion d'adéquation du modèle et la notion de performance. La notion de goodness of fit, ou bien adéquation du modèle, cela correspond aux hypothèses, en fait, du modèle. Pour vérifier est-ce que votre modèle linéaire est adéquat, il suffit de comprendre quelles sont les hypothèses du modèle de régression linéaire simple. Vous construisez votre modèle et puis vous testez l'adéquation du modèle en testant les hypothèses. Si toutes les hypothèses sont respectées, on peut dire que le modèle est adéquat. Par contre, la notion de performance est basée sur un critère ou bien des critères choisis. Si vous construisez un modèle prédictif, votre critère doit être, par exemple, la prédiction ou bien le taux de réussite de la prédiction de votre modèle. Okay? Des fois, ce n'est pas la prédiction qui vous intéresse, mais c'est surtout est-ce que votre modèle capture la variation. Dans ce cas de figure-là, bien sûr, R au carré est une bonne mesure. Et des fois, ce qui vous intéresse le plus, par exemple dans le cas des sciences sociales, c'est juste l'adéquation des modèles. Est-ce que mon modèle respecte les hypothèses d'un modèle de régression linéaire? Donc voilà, il faut comprendre qu'en fait, chaque critère peut donner ou bien peut raconter une histoire différente. Donc c'est à vous de voir c'est quoi le but de votre modélisation et de bien choisir les critères de performance et aussi différencier entre adéquation et performance ou bien goodness of fit et performance. Voilà, pour conclure, nous dirons que l'analyse des coefficients de détermination et de corrélation joue un rôle essentiel dans l'évaluation d'un modèle.
Prochainement, nous verrons comment utiliser le concept de transformation de variables pour ajuster un modèle lorsque, en fait, nous n'avons pas ce qu'on appelle un bon goodness of fit ou bien quand certaines hypothèses ne sont pas respectées. N'est-ce pas? Merci et à bientôt. Ciao.